Bonjour à tous, bienvenue à vous dans l'émission Ensemble c'est mieux sur France 3 Bretagne. Votre émission bien sûr qui fait la part belle à la solidarité et au vivre ensemble, vous le savez désormais. On va commencer par le menu du jour si vous le voulez bien. D'abord on parlera des frais bancaires, ils en font râler certains. Nous nous pencherons dessus ce matin avec l'éclairage avisé de notre expert conso Olivier Dauvert. Nous ferons également mieux connaissance avec les Repair Café, leur credo réparer plutôt que jeter. Ils proposent des réparations gratuites pour redonner vie à des appareils en panne. Quels objets cela concerne-t-il précisément? Comment fonctionnent ces Repair Café? Eh bien, les réponses à toutes vos questions dans quelques instants. Nous évoquerons aussi l'emploi avec Sébastien Nou, notre expert en recrutement. Il se penchera sur une question importante aujourd'hui. Combien ça coûte de recruter ? Et puis, l'éloquence prend de plus en plus d'importance dans notre société. En la matière, une Bretonne s'est récemment illustrée. Valérie Tété est la gagnante de la 22e édition du concours national des plaidoiries des lycéens, dont la finale a eu lieu fin janvier au Mémorial de Caen. L'élève en terminale au lycée Chateaubriand de Rennes est avec nous ce matin. Enfin, un autre champion dans sa catégorie nous rejoint, Stéphane Degout, baryton, artiste lyrique de l'année aux Victoires de la musique classique. Il vous propose une masterclass en fin de journée à l'Opéra de Rennes et un récital demain soir qu'il ne faudra pas louper. Voilà pour le menu du jour, vous savez tout. Bonjour Catherine. Bonjour Laurence. Bonjour à tous sur ce plateau. Catherine, vous êtes comédienne, vous mettrez votre petit grain de sel tout au long de ces 52 minutes. Qu'attendez-vous d'une émission sur les frais bancaires? Ça vous fait rêver ça, les frais bancaires? Oui, là je suis un peu chafouin, j'avoue Laurence, parce que j'essaye tous les jours, et on est nombreux dans ce cas-là, à alimenter ma bonne humeur. Oui, là je sais qu'on ne va pas trop l'alimenter. Donc forcément, frais bancaires, c'est-à-dire je regarde des vidéos de petits chiens et petits chats 3 à 4 fois par jour, matin, midi et soir. Je regarde les infos vraiment à dose homéopathique aussi, et là, bam, frais bancaires. Je sais. Mais il y a de la magie derrière tout ça, et puis vous allez sûrement en parler, Olivier, puisque quand même il faut voir le côté positif des choses. Et je pense que les banquiers ont fait la Sylvain Mirouf Academy of Banking. C'est parce qu'avec les frais bancaires, moins on a d'argent, plus ils en prennent. C'est ça. Et ils trouvent l'argent là où il n'est pas. C'est une tendance a priori, donc vous allez peut-être confirmer ça, Olivier. Voilà, c'est quand même la magie des frais bancaires. La magie. Bien, la magie va continuer. On va tout de suite justement se pencher sur ces fameux frais bancaires. Tout de suite en images. Vous entendez ce bruit? C'est peut-être votre banque qui encaisse tous vos frais bancaires. Le genre de surprise désagréable qu'on a tous eu sur notre compte. Mais alors, pourquoi? Installez-vous confortablement pour comprendre la logique des banques. Vous confiez vos revenus à un expert qui va vous aider à gérer votre argent en fonction de vos besoins. En contrepartie, la banque se rémunère avec des frais en piochant sur votre compte pour services rendus ou incidents comme les découverts ou les rejets bancaires. Vous comprenez mieux maintenant? Non? Eh bien, retenez juste que vous devez être averti en amont en cas de prélèvement de frais. Sauf que si vous aviez lu le petit papier que vous avez signé en ouvrant votre compte, vous sauriez que c'est une convention de compte où sont inscrits tous les tarifs de vos frais bancaires. Vous sauriez aussi que vous avez autorisé votre banque à vous prélever. Quand on vous dit qu'il faut toujours lire les petites lignes avant de signer, en fait, la seule obligation d'une banque est de vous prévenir d'un changement de tarif. Alors, on vous explique quand même comment ça marche. Il y a 2 catégories de frais bancaires. Les frais de service. Merci, monsieur le banquier. Et les frais d'incident sur un compte. Désolé, j'avais pas vu mon découvert. Pour les frais de service, le montant est libre. Pour les frais d'incident, ils sont plafonnés et peuvent vous coûter entre 20 et 50 euros. Les frais de découvert, eux, peuvent aller jusqu'à 80 euros par mois quand même. De quoi peser sur votre budget. Alors, un conseil, gardez un œil sur vos comptes et soyez sympa avec votre conseiller. Alors faites votre plus beau sourire à votre conseiller. C'est ce que va nous confirmer ce matin Olivier Dauvert. Bonjour Olivier. Ouais, bonjour, mais ça ne suffit pas, je crois, malheureusement. Je crois que ça ne suffit pas. Bon, alors est-ce qu'il faut vraiment une loupe pour lire toutes les toutes petites lignes? En gros, est-ce que les frais bancaires, c'est vraiment une bonne affaire pour les banques? En tous les cas, il faut être patient. Je vous ai imprimé les frais d'une banque. Alors, peu importe la banque, parce que elles sont tous à peu près pareilles. Vous avez imprimé 22 pages, donc. 32 pages. 32 pages. Voilà, 32 pages. Par contre, vous savez tout sur les frais qu'elle va vous prendre. Vous savez jusque les 10 euros qu'elle va vous prendre si vous lui demandez de retrouver un vieux relevé que vous n'avez pas gardé et dont vous avez besoin. Vous savez même combien va vous coûter une photocopie d'un relevé dont vous auriez aussi besoin. 1 euro, c'est quand même pas rien. D'accord. Donc vous savez tout, mais il faut juste être un peu patient et avoir du temps. Voilà, 32 pages pour les tarifs bancaires d'une banque et c'est tout à peu près la même chose. En gros, je crois qu'il n'y a pas grand monde qui va prendre le temps de lire les fameuses 32 pages. Est-ce que c'est une bonne affaire pour les banques, ces fameux frais bancaires ? Oui, parce que c'est ce qui leur permet de vivre et de dégager des bénéfices quand même assez plantureux. D'un autre côté, faut-il s'offusquer qu'un commerçant
prennent des frais sur un service qu'ils vous rendent. Parce que malgré tout, vous avez de l'argent, elle vous le garde, elle vous aide ou pas à le faire fructifier, donc elle vous prend des frais. Alors c'est ce qu'on a vu dans le petit sujet. Il y a deux types de frais. Il y a la tenue de compte, c'est-à-dire pour garder votre argent. Et le deuxième type de frais, c'est quand vous gérez mal, en fait, alors que ça soit parce que vous avez des difficultés objectives ou parce que vous êtes un peu tête en l'air, mais il y a ce qu'on appelle des interventions sur votre compte. Vous êtes à découvert, vous avez dépassé votre découvert, vous envoyez un chèque sans provision. Il y a tout un tas de raisons qui fait que la banque est obligée d'intervenir et ça se paye. Et sur à peu près 200 € de coût moyen par Français pour sa banque par an, vous avez un tiers, c'est ce qu'on appelle la tenue du compte, et 2 tiers en moyenne, puisque vous et moi, on n'aura pas forcément le même niveau d'intervention, mais sur le principe, c'est ça, 1 tiers sur la tenue de compte, 2 tiers sur l'intervention pour incident, le tout faisant à peu près 200 € par an, c'est quand même pas rien. Alors, est-ce qu'ils ont toujours existé, ces frais bancaires ? Et non, alors c'est ça. C'est ça, là, on se pose la question. Il faut avoir un petit peu de mémoire. Alors, moi, je me rappelle quand j'étais enfant, il y a quand même quelques décennies, il n'y avait pas de frais à la banque. Pourquoi ? Parce que les banques se rémunéraient sur l'argent que vous laissiez sur votre compte, quelques centaines ou quelques milliers d'euros, peu importe les moyens que l'on a, et elles le plaçaient pendant ce temps-là. Et comme les taux d'intérêt étaient très élevés il y a 20 ou 30 ans, elles gagnaient assez d'argent pour financer le service qu'elle vous rendait. Sauf que depuis quelques années, enfin en gros depuis 20 à 30 ans, vous savez bien qu'il y a une inflation qui est beaucoup plus basse, que les taux d'intérêt sont beaucoup plus bas. On s'en rend compte d'ailleurs sur nos livrets d'épargne dont les rémunérations sont extrêmement basses. Donc les banques ne sont plus parvenues à vivre des dépôts qu'on leur laissait et elles nous ont facturé des frais pour tenue de compte. Et donc, non, pour répondre à cette question, les frais n'ont pas toujours existé. D'accord. Elles ont l'obligation d'être transparentes, les banques, avec leurs clients quand même, ça, oui. Alors, elles ont 2 obligations. D'abord, c'est de publier les tarifs qui sont les leurs. C'est le fameux 32 pages que j'ai téléchargé pour une banque, mais c'est accessible partout, sur tous les sites de toutes les banques. Ouais. Et la deuxième obligation qui repose sur elles, c'est que donc tous les ans, en janvier, elle doit vous envoyer un récapitulatif des frais qu'elle vous a pris l'année précédente. Et en général, quand on reçoit cette feuille, on l'a tous reçue normalement il y a quelques semaines, ça fait mal parce qu'on se rend compte que des frais qui sont présentés souvent de manière mensuelle, pour les rendre plus indolores. Ah, ça vous coûte que 3 € par mois. Ça. Oui, mais ça fait déjà 36 par an. Ouais. Et puis, quand vous avez un incident sur votre compte, oui, mais ça coûte que quelques euros. Sauf que si ça se répercute plusieurs fois pendant l'année, au final, vous vous rendez compte en janvier que votre banque, elle vous a coûté en moyenne 200 € l'année précédente. Ça passe mal quand même auprès des clients. Hein. On voit, beaucoup de nos internautes ont témoigné là, à ce sujet. On parle d'escroquerie, de honte, d'un côté déloyal. Pourquoi ça passe aussi mal ? Alors là aussi, il y a 2 explications. D'abord, il y a l'image historique, ancestrale du banquier, qui est en gros celui qui se gave sur notre argent. Je ne dis pas que c'est la réalité, mais en tous les cas, c'est l'image. Regardez dans la bande dessinée, dans Lucky Luke, par exemple, l'image du banquier. Bon, par exemple, vous voyez, c'est un petit détail, mais ça illustre bien qu'il y a ce côté-là qui est très ancré dans notre société. Et puis la deuxième raison, c'est parce que le banquier, il vous prend de l'argent, la plupart du temps, au moment où vous n'en avez pas. C'est ce que vous disiez tout à l'heure, c'est lorsque vous êtes à découvert, lorsque vous avez fait un chèque sans provision, c'est bien qu'a priori, vous avez des difficultés. À ce moment-là, c'est bim, un coup derrière la tête et on vous prend de l'argent. Donc en général, on n'aime pas trop non plus celui qui est, allez, comme un charognard presque, de venir vous faire du mal quand vous êtes déjà là, dans la difficulté. Même si, pour une part, c'est objectif, parce que le banquier, quand il intervient sur votre compte, ça lui coûte de l'argent. Eh oui. Alors, on va écouter maintenant une question d'un téléspectateur, Jean-François de Quimper, à laquelle vous allez répondre, Olivier, certainement. Bonjour, je m'appelle Jean-François, je suis de Quimper. J'ai une question. Comment éviter les frais bancaires ? Alors, c'est la question du jour. Comment éviter les frais bancaires ? Si je cherchais à être extrêmement provocateur pour le principe, je dirais la meilleure façon de les éviter, c'est encore d'avoir de l'argent. C'est triste à le présenter ainsi, mais ça veut dire qu'on n'a pas d'incident sur son compte. Bon, sinon, de manière beaucoup plus sérieuse, 2 pistes. D'abord, c'est regarder les différences de prix entre banques, parce qu'il y en a, et notamment les banques en ligne ont des coûts de service qui sont beaucoup plus bas, parce qu'elles n'ont pas les mêmes coûts tout court que la plupart des banques. Elles n'ont pas d'agence, pas de réseau à payer, donc elles ont des frais plus bas. Et la deuxième façon, c'est de gérer avec attention, parce que 2 tiers, je vous le rappelle, 2 tiers des frais qu'une banque vous prend, c'est parce que vous avez eu un incident. Donc, je ne dis pas que c'est facile pour tout le monde, mais quand on gère, on doit se prémunir d'un maximum d'incidents. Et donc, avoir le moins de frais bancaires, c'est avoir le moins d'incidents possible. C'est du bon sens, mais ça fait quand même toujours du bien de le rappeler. Alors, les internautes ont témoigné justement sur le site de France 3 Bretagne. Pierre-Yves de Plouézec nous dit par exemple qu'il paye 60 € par an, Henri 17 € par mois,
Adeline 150 € par mois. On voit qu'il y a une grande disparité dans ces frais. Est-ce qu'il y a moyen de les négocier? Alors, le banquier est un commerçant. Et un commerçant, donc, par il y a principe, peut-être il est, marge. au moins pour une partie, prêt à négocier. Mais encore une fois, et c'est triste à dire, il négociera plus facilement avec celui qui a de l'argent qu'avec celui qui n'en a pas. Et vous voyez, on est dans une espèce de spirale infernale où, en gros, moins vous en avez, moins vous êtes en position de force, alors que vous en avez besoin d'avoir une relation un peu moins difficile avec votre banquier. Et à l'inverse, plus vous en avez, plus vous pouvez négocier. Sauf que ça change quoi? Si vous avez un compte en banque qui dégueule d'argent, vous n'avez pas forcément besoin de négocier des agios que vous n'aurez pas de toute façon, puisque vous avez de l'argent. Vous voyez, c'est très cynique de le présenter comme ça, mais c'est malgré tout la réalité de ce marché-là, de ce métier-là. Et voilà pourquoi les banquiers ont aussi mauvaise presse sur les frais. Allez, je vous propose, Olivier, qu'on rencontre maintenant un expert qui va nous expliquer les frais liés aux emprunts immobiliers. Alors, c'est Karl qui l'a rencontré. Alors, je ne sais pas si Karl a un compte qui déborde d'argent, mais en tout cas, il est allé à sa rencontre. Allez. Bonjour Arnaud. Bonjour. Alors, toi, tu travailles pour monemprunt.com. Aujourd'hui, on parle des frais bancaires. Alors, chez monemprunt.com, les frais bancaires, c'est votre quotidien un petit peu. Oui, tout à fait. En fait, à Mon Emprunt, nous avons voulu révolutionner un peu le courtage de crédit. Voilà, donc on a voulu le rendre plus accessible, gratuit et le plus efficace possible. Donc voilà, effectivement, nous, notre quotidien, et c'est aussi pour ça qu'on s'entoure d'experts que tu vois derrière, c'est d'accompagner nos clients justement pour réduire au maximum les frais bancaires liés à l'emprunt immobilier. Alors justement, l'emprunt immobilier, on va en parler, c'est un très très bon exemple. Les frais bancaires sur un emprunt immobilier, ça représente quoi? Globalement, tu peux les classer sous 5 catégories. Tout d'abord, les intérêts, avec le taux de prêt, ça tout le monde le connaît. Évidemment, on va essayer de négocier un taux le plus bas possible. Donc ça, c'est négocié dès la signature du contrat. Ouais. Tout à fait. Tu vas avoir aussi les assurances de prêt. Et là, attention, un peu plus de vigilance, puisque ce n'est pas qu'un coût. Derrière, il y a aussi les garanties qui sont liées justement à ces assurances. Oui, on ne peut pas signer n'importe quoi comme assurance. On s'engage sur des prestations qui sont très, très précises. Ouais. Je vais juste prendre un exemple. En fait, on peut avoir des grosses disparités entre les assurances des banques, mais aussi des assureurs. Il faut lire les petites lignes. Et quand je te parle de l'exemple, c'est notamment, par exemple, l'affection dorsale ou psychique, qui sont malheureusement en fait, relativement régulières et fréquentes, et qui sont des fois en fait exclues des contrats. Alors, évidemment, qui sont moins chers. Oui, mais il faut faire attention à ça, parce que psychique, ça compte la dépression, le burn-out, quelque chose qui arrive de plus en plus souvent aujourd'hui. Ce ne serait pas couvert par certaines assurances. Tout à fait, comme le dos aussi. Quoi. Donc, c'est quand même des choses qui sont quand même très importantes. Donc, les assurances, il faut quand même bien se couvrir par rapport à ça. D'accord. Le reste des frais bancaires? Alors, le reste, donc il y a les frais de dossier. Voilà, donc on peut évidemment le réduire au minimum. Alors ça, des frais de dossier, ça se négocie, ça dépend de la banque, ça dépend du courtier. En général, ils sont dans les taux catalogues autour de 1% du montant emprunté. D'accord. Mais on arrive à négocier sur des forfaits beaucoup plus raisonnables, entre 300 et 500 € selon le dossier. D'accord. Voilà. Ensuite, il y a également l'indemnité d'intermédiaire qu'il peut y avoir lorsque vous passez par un courtier. Donc là, nous, Mon Emprunt, je fais le choix de ne pas en prendre, mais beaucoup de courtiers en fait prennent des honoraires, donc ils sont également comptés dans les frais bancaires. Et le dernier poste de frais, c'est les garanties. Globalement, il faut compter entre 1 et 1,2% en fait, du montant du prêt, donc c'est quand même pas neutre. Et là, elles peuvent être de plusieurs ordres. C'est la garantie caution logement qu'on entend beaucoup parler, ou l'hypothèque. Voilà. Et c'est tout ça en fait qui rentre dans les frais et qui sont en fait catégorisés ou en tout cas rassemblés, regroupés dans ce qu'on appelle le TAEG, dans chaque contrat que vous pouvez voir. D'ailleurs, c'est également le cas dans les crédits à la consommation. Mais oui, parce qu'on voit souvent dans les pubs à la télé, sur tout ce qui est organisme de crédit, des choses comme ça, TAEG, fixe, ça veut dire quoi ce truc-là? Alors exactement, c'est le taux annuel effectif global. Mais ça n'en dit pas beaucoup plus. Voilà, et en fait, ça reprend tous les frais que je viens de te citer. D'accord. Donc c'est compliqué à comparer entre plusieurs banques. Pourquoi? Parce que justement, il y a les assurances et donc les garanties ne sont pas forcément les mêmes. Mais c'est quand même un bon indicateur. Voilà. Parce que ça regroupe justement tous les frais que je viens de t'évoquer. Donc de ce taux-là, donc en fait, c'est les taux d'intérêt, plus le taux des assurances, plus les frais de garantie, plus les frais du courtier s'il en prend, et plus les frais de dossier. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres frais dans un emprunt immobilier? J'en vois en tout cas un autre poste où il faut être assez vigilant, c'est les frais de remboursement anticipé. D'accord. C'est lorsque vous vendez votre maison, vous voulez rembourser le prêt en fait, plus rapidement, c'est-à-dire qu'il n'est pas encore fini de rembourser. Oui, je n'ai pas fini de rembourser, mais je veux revendre. Tout à fait. Donc le banquier va pouvoir prendre une indemnité
qui est limitée à 6 mois d'intérêt. Mais donc c'est une clause en fait qu'on peut tout simplement mettre dans le contrat de prêt pour éviter de la payer lorsqu'il y aura la vente. Voilà. Donc ça, c'est effectivement quelque chose où on peut être vigilant par rapport à ça. Très bien. Et bien comme ça, les choses sont beaucoup plus claires. Merci beaucoup Arnaud. Merci Karl. Merci Karl, merci Arnaud. Olivier, une petite conclusion, un petit conseil que vous pourriez donner à nos téléspectateurs? Moi, j'aurais tendance à dire que ceux qui sont obsédés par les frais, ils ont une solution, c'est les banques en ligne qui, en général, prennent quasiment pas, ou en tous les cas, beaucoup moins de frais pour la tenue de compte que les banques classiques. Mais dans ces cas-là, vous paierez par votre autonomie le fait de ne pas avoir de frais. Il faudra se débrouiller tout seul sur Internet. Et si vous voulez quand même avoir une banque avec une agence, dans ces cas-là, regardez les prix. Je me suis amusé à regarder sur la Bretagne l'écart de prix qu'il y avait pour un service de base entre toutes les banques à réseau, c'est-à-dire qui ont des agences. Il y a quand même 40% d'écart aujourd'hui entre la Banque Populaire Atlantique et le Crédit Mutuel de Bretagne. Et pour ne vexer personne, je ne dis pas dans quel sens, je dis juste regardez. C'est bien, c'est pas mal. Donc il faut comparer. Voilà. Ou accepter d'être livré à soi-même avec son ordinateur ou son smartphone. Exactement. Et dans ces cas-là, vous n'aurez pas les coûts. Tout à fait. D'où l'idée quand même qu'on paye un service. C'est vrai, ça aide à faire passer la douloureuse, comme on dit. Et que finalement, quand on va voir son banquier, il vous le fait payer. Eh bien oui, exactement. Allez, merci beaucoup à tous. Ne pleurez pas, Catherine, ça va bien se passer. Ça chaque fois. Un sujet qui va vous consoler, vous allez voir. On va parler des Ripper Café. C'est le règne du système D, c'est bien aussi. Nous nous étions rendus en 2016 dans un Ripper Café à Rennes. C'est un reportage de Sylvaine Saliou et Thierry Bouilly. Non. Cette centrale à vapeur ne fonctionne plus. C'est ça qui s'enlève, regarde. Voilà, moi c'est ça, mais j'ai essayé tout à l'heure. Mais je pense avec celle-là, là, regarde, elle est peut-être sertie dedans. Allez, vas-y. Elle va passer quelques dizaines de minutes entre les mains de ces bénévoles bricoleurs. C'est sa dernière chance avant la déchetterie. Ici, on répare ce qui est réparable et c'est gratuit. Si on va dans une grande surface, ils vont nous prendre de 50 € d'office. Alors. Et que là, on voit bien si ça marche. Je voyais une dame avec un grille-pain, je disais, moi, il l'aurait balancé son machin. Eh bien, pas du tout. Le monsieur, il lui a réparé. Mon grille-pain, oui, je vais le récupérer. Il va marcher. Des grille-pains, des vélos, des ordinateurs, des aspirateurs, mais aussi des vieilles horloges. Gabi les remet en état. Cet ancien horloger ne compte pas ses heures. Un carillon comme ça, un professionnel bien entraîné, il ne va pas le faire dans la journée, il lui faut 2 jours. Bon, vous calculez le prix de la main-d'œuvre. Puis c'est ingrat parce que c'est petit. S'il fonctionne, on va ressouder le fil au bout et votre appareil va refonctionner. C'est le plaisir de le faire. Je crois que c'est aussi ça l'intérêt, quelque part. Puis le plaisir aussi de converser avec les gens qui viennent avec nous, le temps qu'ils sont là en train d'attendre. C'est aussi ça l'intérêt. Cet atelier de réparation et d'entraide existait déjà dans les années 70-80, ça s'appelait la bidouille. Entre-temps, la société de consommation a dominé, l'atelier a fermé. Sa réouverture il y a quelques mois est peut-être un signe des temps qui changent. Ici, tous détestent le gaspillage. Je pense qu'il y a des gens qui auraient parfaitement les moyens d'acheter un autre objet, mais qui préfèrent savoir avant, réparer avant de jeter. Et la journée se termine dans la bonne humeur autour d'une soupe et d'une compote. Elles sont préparées par des bénévoles à base de fruits et de légumes invendus. Après, les bananes, vous allez les partager et on les met en salade aussi. Parce que je vais commencer la compote tout de suite. Décidément, on ne jette rien. Tout est bon dans le Ripper Café. Et oui, on ne jette rien. Et nous non plus, nous ne jetons rien. Nous accueillons Julie Bueno, chargée de mission à la COBEN, qui est la Confédération bretonne pour l'environnement et la nature. Et puis Jean-Philippe Lissonde, secrétaire de l'association Ripper Café France et membre du Ripper Café de Bru. D'abord, Julie, on a envie de vous demander combien il y a de Ripper Café en Bretagne ? Donc là, justement, dernièrement, j'ai essayé de faire un inventaire de tous les projets qui existaient sur la région. Aujourd'hui, on en est rendu à 36. Il y a beaucoup de projets en fait qui se sont créés là depuis l'été 2018, donc il y a encore vraiment un très fort développement ces derniers mois, et dont 24 qui sont en Ille-et-Vilaine. 24 en Ille-et-Vilaine. Le deuxième département ensuite, c'est le Morbihan, le Finistère et les Côtes-d'Armor qui pour le moment a un projet unique qui est en tout cas bien mis en place. Et un petit nouveau qui va ouvrir à Vitré, c'est ça le mois prochain ? Exactement. Voilà, donc ça c'était un projet qui était en cours et là ça y est, ils vont démarrer avec leur première date. Donc j'invite les habitants du secteur à venir. Donc ce sera le samedi 30 mars de 9h à 13h à la salle 1000 Club à Vitré. Vous faites de l'accompagnement de projets pour le lancement de nouveaux Ripper Café. Est-ce que c'est compliqué de fonder un Ripper Café ? Non, alors c'est vrai qu'il faut
je laisserai après la parole à Jean-Philippe, mais c'est vrai que la fédération a pu profiter en fait de son travail qu'elle menait avec des collectivités qui avaient en charge la collecte et le traitement des déchets, du coup qui étaient très portées sur la thématique du réemploi, et puis aussi à travers les associations qui sont adhérentes à la fédération et à son réseau en fait associatif, pour partager en fait avec les expériences qui étaient déjà en place, comme Repère Café de Bru ou Repère Café de Rennes, faire en sorte que les gens se rencontrent et toutes les clés pour démarrer un projet sur leur propre commune ou leur quartier. Parce que les Repère Café, Jean-Philippe, ne sont pas tous adhérents à la fédération, en fait, nationale. Non, effectivement. Après, c'est libre. Là, sur la Bretagne, effectivement, on recense tous les Repère Café. Mais ceci dit, donc, il y a le Repère Café, c'est un nom international, on va dire, et le site, donc repaircafé.org, est un site international. Et c'est comme ça qu'on trouve facilement le Repère Café le plus proche de chez soi. Il y en a forcément. Tout à fait. C'est là aussi qu'on peut, justement, vous parliez de créer un Repère Café, c'est là qu'on peut trouver les informations. Donc pour démarrer un Repère Café, donc là, simplement aller sur le site, on récupère un kit de communication. Et puis ce qu'on recommande après, c'est effectivement de contacter plutôt, parce qu'encore, c'est pas encore organisé, même Repère Café France, donc n'est pas complètement organisé, mais on peut les contacter via leur page Facebook. Et sinon, donc, c'est de contacter les Repère Café les plus proches de sa commune, quoi. Est-ce qu'on peut tout réparer dans un Repère Café? Est-ce qu'il y a des objets qui sont exclus de la réparation? En gros, le principe, c'est on répare tout ce qu'on peut amener sur place. Voilà. Donc ça exclut notamment tout ce qui est appareil électroménager. On exclut aussi les voitures, bien entendu. Comment? Pardon. On exclut l'énorme frigo qu'on amène. Voilà. Ouais, aussi, par exemple, la vaisselle, c'est vrai que ça serait difficile parce que souvent les lieux où on répare, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de. Donc voilà. Le petit électroménager. Voilà, petit électroménager, ça a été dit dans le reportage, les vélos, les meubles, même si on en a encore assez peu, et les vêtements lorsqu'aussi on a la chance d'avoir des couturiers ou couturières. Voilà. Ou certains experts. Donc c'est vrai que sur le Repère Café de Rennes, il y a des experts vraiment très spécialisés comme les horloges ou les bijoux même, je crois. Voilà. Est-ce que c'est pas plutôt un prétexte pour rencontrer de nouvelles personnes? En fait, c'est ça l'idée. On amène son objet et pendant que quelqu'un d'autre répare, on discute. Bien sûr, oui, l'aspect convivial est très important, que ce soit pour accueillir les visiteurs qui amènent les objets à réparer. Donc, vous avez vu là, sur Rennes, c'est la disco soupe. Nous, à Bru, on fait un café éthique. Et puis voilà. Donc, mais aussi l'échange avec entre les bénévoles réparateurs. Donc ça, c'est très important. Il y a un effet, on constate avec l'expérience qu'il y a un effet bénéfique de l'échange entre les réparateurs, parce qu'on n'est pas des experts de la réparation, donc l'échange entre les réparateurs est très efficace. Est-ce que l'obsolescence programmée promet de beaux jours au Repère Café, sans doute? Écoutez, oui, mais là, je vais parler peut-être de l'association Repère Café France. Notre objectif, évidemment, c'est d'aller vers des objets qui soient plus réparables avec d'autres associations. Il y a d'autres associations qui militent, évidemment, contre l'obsolescence programmée. Mais évidemment, c'est quand même de faire disparaître cela. Voilà. Puis c'est la réponse. Vous êtes une adepte, Catherine, des Repère Café? Vous êtes déjà allée dans un Repère Café? Non, mais j'ai pas besoin de Repère Café parce que j'ai un Repère Papa. Donc il est content, il est content, fier comme un coq quand il a réparé quelque chose. Et puis ouais, il a la bonne. Je vais essayer de vous l'emmener. C'est une chance que j'ai d'avoir un Repère Papa. C'est la meilleure des choses, le Repère Papa. Oui. Puis c'est une solution aussi contre les frais bancaires parce que c'est tout ça d'argent qu'on n'aura pas à dépenser dans des nouveaux appareils qu'on pourra garder et on n'aura pas besoin de payer des frais bancaires. Win to win, j'ai envie de dire. Olivier, vous connaissez, vous, les Repère Café? Oui, ça correspond en fait à deux tendances très structurantes de la consommation. D'abord, pour une partie de ceux qui font réparer, c'est parce qu'ils sont sous contrainte financière, ils ne peuvent pas s'acheter du neuf. Parce que les banques ont tout pris. Et voilà, parce que le fameux banquier l'a tout pris. Et puis pour une autre partie des consommateurs, c'est par militantisme, pour dire si ça peut encore servir. Et donc en fait, il y a deux sous-jacents, on va employer un mot un peu savant, il y a deux sous-jacents très forts pour cette activité-là aujourd'hui dans la consommation. Effectivement. Merci beaucoup Julie et merci Jean-Philippe. Merci Olivier d'avoir été à nos côtés. C'est la semaine des battantes sur France 3 et sur France Bleu. À partir d'aujourd'hui et jusqu'au 8 mars, les 24 antennes régionales de France 3 et les 44 antennes locales du réseau France Bleu s'associent et se mobilisent sur tout le territoire aux côtés des femmes engagées en proximité. Toutes ces battantes qui font bouger les droits des femmes et construisent la société de demain. Et bien en Bretagne, il en est une qui force le respect. Je vous propose qu'on la découvre
dans quelques instants dans une bande-annonce. C'est Annette, un destin hors norme, une femme d'exception et engagée et militante qui, dès ses 19 ans, mena de front son combat et des études de médecine. Elle a frôné la mort à plusieurs reprises, échappant à la prison et à la torture. C'est un mélange de Mata Hari, on va dire, de Marie Curie et de Lucie Aubrac. Je vous propose de découvrir tout de suite la vie d'Annette Beaumanoir, résistante toute sa vie. Anne Beaumanoir a 93 ans. Annette est une héroïne pure. Femme fluette et discrète. Originaire des Côtes-d'Armor, elle a été neurobiologiste, psychiatre et résistante. Sur son visage se lit toute sa vie de courage, sa bienveillance et son humanité. Et puis sa voix claire. En fait, moi, ce que je veux, c'est que personne n'oppresse personne. Qu'aucun homme n'oppresse un autre homme et qu'aucun État n'oppresse un autre État. La justice, la tolérance et la liberté chevillées au corps, elle s'engage à 17 ans dans la résistance pendant la Seconde Guerre mondiale. Elle sauve des enfants juifs à Paris. Je trouvais que c'était une espèce de devoir, quoi. J'aurais pas pu me regarder dans la glace si je l'avais pas fait. Pendant la guerre d'Algérie, elle lutte pour l'indépendance des Algériens et elle est emprisonnée. Une vie d'Annette retrace le destin hors du commun d'une femme d'exception. Un témoignage rare, une rencontre intense. C'est facile à 17 ans de s'engager. D'ailleurs, il faut s'engager. Enfin, c'est sûr, il faut faire des choix difficiles, quoi, pour ton âge. C'est nécessaire. Parce que ça te construit. Voilà une rencontre, un avant-goût de cette rencontre exceptionnelle commentée par Nathalie Coulon. C'est un documentaire magnifique de Nina et Denis Robert qui sera diffusé ce soir sur notre antenne après le soir 3. On ne peut que vous le conseiller, il est absolument formidable. Notre battante à nous aujourd'hui, eh bien, elle s'appelle Valérie Tété, on la retrouvera tout à l'heure. Bienvenue à vous Stéphane Degout, bienvenue Sébastien également. Valérie, vous avez été, on va dire quoi, couronné. Vous avez été vainqueur en fait du concours national de plaidoirie des lycéens en janvier dernier. Et on vous avait rencontré, nous, en novembre, quand vous prépariez ce concours. Alors je vous propose tout de suite, avant de vous retrouver, qu'on refasse un petit retour en arrière. C'était une rencontre de notre consoeur Sandrine Ruot. Dès qu'elle a une petite pause, Valérie se replonge dans son discours. Tout doit être parfait. Lycéenne curieuse et hyperactive, à 17 ans, elle concrétise enfin une envie de longue date, participer à un concours d'éloquence. Et si elle a mis du temps à se lancer, c'est parce qu'elle doutait. Au début, quand je n'avais pas encore vraiment une idée sur quoi travailler, c'était pas si intéressant que ça parce que j'étais perdue entre plein d'informations. Mais le jour où j'ai vraiment su que je voulais parler de ces enfants dits sorciers, c'était vraiment très intéressant, vous savez, parce que je travaillais sur mon pays. Et même si ça fait 12 ans que j'habite en France, j'ai envie, voilà, de peut-être un jour être une actrice qui pourra, pourquoi pas, défendre le droit des enfants au Togo. Vous êtes en colère. Nos enfants ne sont pas des sorciers. Est-ce que ça n'irait pas mieux avec... Non, nos enfants ne sont pas des sorciers. Non, nos enfants ne sont pas des sorciers. Très bien avec le tapon. Ces 8 minutes de plaidoirie, Valérie les a donc écrites pour les enfants togolais accusés à tort de sorcellerie. Un sujet qui l'a mise en colère. Face à elle, son professeur d'histoire géo est bluffé. Oui. Ça fait plaisir en fait des élèves comme ça qui sont intéressés, qui sont motivés, qui vont donner tous leurs moyens pour faire avancer les choses et tout ça, donc c'est très gratifiant. On arrête, on va reprendre. Une heure de coaching plus tard, colère mais aussi ironie, tristesse ou espoir, Valérie a enfin trouvé le ton pour exprimer ses émotions. On est à deux comme ça, on a vraiment des conseils et puis moi je m'exprime. Et ça fait vraiment du bien. Ça fait du bien de pouvoir parler et de pouvoir exprimer tout ça.
parce que c'est un thème lourd, c'est un thème qui remplit le cœur, et apprendre à déverser ça de manière positive. Au-delà d'un discours, Valérie cherche surtout à faire passer un message et sensibiliser ses auditeurs. Elle décrochera peut-être demain une place en finale. Eh bien voilà, on a la réponse. Vous avez décroché cette place en finale et vous avez même gagné cette finale donc le 25 janvier dernier au Mémorial de Caen. Vous avez 17 ans, en terminale au lycée Chateaubriand de Rennes. Qu'est-ce que ça fait de gagner comme ça un concours national de plaidoirie des lycéens? J'ai envie de dire que c'est très gratifiant. Ça encourage vraiment pour la suite et ça nous montre que malgré notre âge, on peut imaginer changer les choses. Et ça, c'est super quand on est jeune parce que ça nous donne vraiment de l'espoir pour l'avenir, tout simplement. Alors vous avez gagné cette finale en abordant la question des enfants dits sorciers, ou comment des enfants accusés de sorcellerie au Togo se retrouvent dans une spirale infernale, c'est ce que vous expliquez. Pourquoi vous avez choisi ce sujet ? Parce que j'avais envie de parler déjà de mon pays, parce que même si j'ai été éduquée en France, je suis née au Togo, et je trouvais ça intéressant vraiment de faire découvrir mon pays et aussi de faire découvrir des acteurs. Et puis c'est un thème assez méconnu, et ces enfants sont quand même très peu représentés, même dans les milieux associatifs, parce que ils font peur, c'est quand même particulier comme sujet. Et je trouvais ça vraiment intéressant de le faire découvrir à plus de monde. Eh bien, on va regarder tout de suite un extrait de votre plaidoirie. C'était donc en janvier dernier au Mémorial de Caen. Votre plaidoirie intitulée « Nos enfants ne sont pas des sorciers ». Le père de Sylvain meurt brutalement. Les deux autres femmes, à la recherche d'un coupable, vont voir un marabout. Ce dernier affirme que c'est notre petit Sylvain qui, du haut de ses 7 ans, serait responsable de la mort de son papa. Et sans aucun doute aidé par sa mère, dont les mauvaises langues disent qu'elle est une grande sorcière. Il n'en fallut pas plus pour organiser contre Sylvain et sa maman une véritable chasse aux sorciers. Alors on peut retrouver l'intégralité de votre plaidoirie sur notre site bretagne.france3.fr. Vous nous parlez de Sylvain là, dans cet extrait qui est accusé de sorcellerie parce qu'un marabout l'a décrété finalement, parce que c'est ça. C'est un enfant qui va se retrouver dans une cage battue. Est-ce qu'une plaidoirie, vous l'avez préparée justement à partir de faits réels ou pas? Oui, et c'était ça qui était vraiment important pour moi. J'ai vraiment construit ma plaidoirie à travers de recherches aussi avec l'ONG Creuset Togo. J'ai eu vraiment la chance de pouvoir les contacter très facilement via Facebook, de contacter leur président, de me présenter, leur dire c'est comme ça que je participe à un concours et que je veux vraiment relater des faits concrets. Ce dont j'avais vraiment envie, c'est que eux qui sont acteurs au Togo valident ma plaidoirie. C'était ça le plus important, qu'ils se reconnaissent dans les témoignages et dans la manière dont j'exprimais ma cause. Donc voilà, Sylvain, Daniel, Pascal, ce sont des enfants qui existent. Ce sont vraiment des comptes rendus que j'ai eus quand ils sont arrivés à l'ONG, des articles et des chiffres concrets. C'était ça qui avait vraiment l'importance. Vous ne vouliez pas vous contenter d'Internet, vous aviez besoin de faits réels. Ça vous a porté? Vous avez fait cette plaidoirie en pensant à ces enfants? Ah oui, dans la salle, je ne voyais personne, je voyais vraiment le Togo, ses enfants. Et je pense que c'est ça qui aide aussi, vraiment de savoir pourquoi on fait ça. Le but, c'est pas juste de faire un concours pour soi, mais quand il y a une autre dimension derrière, quand on a envie vraiment d'accomplir quelque chose, je pense que c'est ça qui rend un message plus touchant. La différence continue de faire peur? C'est ça l'idée finalement? Oui, et que ce soit en France, en Afrique, partout dans le monde. Et il faut vraiment apprendre aux gens d'être plus ouverts, d'accepter aussi cette différence sous toutes ses formes. Et c'est quelque chose qui va se faire avec le temps, mais aussi avec une ouverture d'esprit, de l'éducation. On va y arriver. Vous êtes une optimiste. Le secret de l'éloquence, c'est là, ça se voyait, tu habites ton discours, tu l'incarnes complètement. Et il y a cette dimension-là aussi qui fait que c'est le tout supérieur à la somme de ses parties. Il y a quelque chose qui se passe. Bravo. En tout Merci cas. beaucoup. Belles images. Très fort, effectivement. Alors vous allez continuer le combat, parce que Valérie, vous n'avez pas l'intention de vous arrêter là. Un prix, c'est bien, mais ça n'a aucune valeur si vous n'êtes pas sur le terrain, c'est ce que vous dites. Vous allez faire quoi après? Alors, ce qui m'aurait vraiment rendu triste, c'est même pas perdre ou quoi que ce soit. Déjà, arriver en finale, c'est super. On était 1200 candidats. Déjà, être en finale, c'était vraiment bien. Mais j'avais vraiment à cœur de faire quelque chose de concret. Je ne voulais pas juste après cette finale et puis retomber dans ma scolarité et puis oublier un peu ma plaidoirie. J'ai de la chance, je travaille avec une ONG que je connais bien maintenant. Le Togo, c'est un pays auquel on a facilement accès. Donc, on a vraiment à cœur
de faire un acte concret. Donc on a décidé de mettre en place une collecte de fonds. Donc pour l'ONG Creuset Togo. Pour donc une cagnotte, voilà, c'est ça, une cagnotte sur Litchi, voilà, pour encourager les gens, s'ils ont envie d'aider l'ONG, d'encourager ses actions, parce que c'était vraiment important pour moi d'accompagner mes mots par vraiment un acte concret. Voilà. Vous allez y aller cet été ? Oui, on espère, pour vraiment pouvoir rencontrer les enfants. L'un de mes prix, c'est un voyage à l'ONU. Et je pense que je serai beaucoup plus crédible en refaisant ma plaidoirie là-bas, si j'ai déjà été sur le terrain, si j'ai pris le temps de vraiment discuter avec les acteurs, de rencontrer les enfants. J'ai vraiment hâte, ça va être super. Écoutez, en tout cas, il reste 3 mois pour la collecte Litchi, pour vous aider avant que vous n'alliez au Togo cet été. Et bravo encore, Valérie. C'était magnifique, votre plaidoirie. Sébastien, qu'est-ce que vous pensez de cette plaidoirie ? Là, tout de suite, à chaud comme ça, à 17 ans, je pense que Valérie aurait sa place sur une scène TEDx. Je suis bien d'accord. Non, mais clairement. Mais oui. Clairement, parce que le message, l'âge, tout ça... Ouais, franchement, je suis assez épaté. J'ai un fils qui va avoir 17 ans, je crois que je vais lui en parler. Allez vous regarder. Ouais. Stéphane Degout, vous êtes artiste lyrique. La voix portée par Valérie, c'est quelque chose qui vous... Oui, ça me parle, parce qu'il y a une histoire qui est choquante, dans le fond. Il y a les mots pour en parler qui sont forts, et il y a la façon de dire ces mots qui est aussi importante. Et c'est là où l'éloquence, le concours d'éloquence est là, de la façon de dire ces mots pour que ce soit encore plus fort et que le message passe encore mieux. Donc forcément, oui, comme moi aussi, je fais aussi un métier de la scène, ça me parle beaucoup, oui. On vous retrouvera tout à l'heure pour parler, vous aussi, parce que vous êtes vous aussi un champion à votre façon. Vous avez été élu artiste lyrique de l'année aux dernières victoires de la musique classique. Pour l'instant, avant de retrouver Sébastien et sa rubrique emploi, je vous propose qu'on découvre une technique originale de recrutement. Le mois dernier, l'entreprise l'INPAC de Noyal-Pontivy, dans le Morbihan, a chargé ses salariés de faire passer les entretiens d'embauche. Un reportage de Sandrine Ruot et Philippe Bauger. Ils ont 10 à 15 minutes pour convaincre, CV en main. Contrairement aux apparences, ces candidats ne passent pas un entretien d'embauche classique. Face à eux, les recruteurs sont des salariés de l'entreprise, pas les dirigeants. De quoi les mettre à l'aise. C'est moins stressant déjà, puis ils connaissent bien les postes. Là, ça permet d'avoir avec plus de gens, en fait, d'avoir une discussion plus concrète, pouvoir poser des questions et par le biais de ces discussions, d'avoir plus de réponses. Parmi ces recruteurs d'un jour, David et Stéphane, respectivement 27 et 13 ans de boîte. Au quotidien, ils sont chefs d'équipe et adjoints sur ces lignes de production. L'entreprise est leader sur le marché du film plastique alimentaire. Motivation, parcours, ils doivent trouver une vingtaine de personnes à embaucher. C'est quand même un peu flippant. Pourquoi ? Peur de se tromper, peur d'oublier de poser une question essentielle, peur de... Enfin, voilà quoi. Cette nouvelle façon de recruter, à domicile qui plus est, c'est la direction qui l'a voulu, pour casser les codes. Pari gagné, 80 candidats en 3 heures, l'opération est un succès. C'est pour essayer de donner un peu d'agilité et puis de pouvoir capter les talents qui s'adaptent le mieux, en fin de compte, à l'entreprise, à son environnement. 30% des candidatures ont été jugées favorables par les recruteurs. Les personnes retenues seront invitées à passer un deuxième entretien plus approfondi. Voilà une initiative que vous constatez de plus en plus finalement, Sébastien. Oui, tout à fait. C'est faire participer les salariés, parce qu'avant, je le disais tout à l'heure en coulisses, on avait tendance à recruter des gens puis à vous les mettre dans des équipes en disant tenez, on vous a recruté quelqu'un. Bonne journée. Salut. Débrouillez-vous. Voilà. Ah mais on s'entend pas avec lui. C'est pas grave. On vous l'a recruté pour vous. On sait ce que vous. Voilà. Donc là aujourd'hui, on intègre et puis ça fait jouer la cooptation aussi. Donc la cooptation, c'est le mouvement de l'entreprise libérée, même s'il y a beaucoup de choses derrière ça. Mais c'est ce mouvement-là où on fait participer tout le monde à la croissance de l'entreprise. Alors, on va se pencher avec vous aujourd'hui sur une question épineuse. Oui. On va encore parler d'argent. Ça va vous donner des boutons, Catherine. C'est le nerf de la guerre, on dirait. Combien ça coûte de recruter ? Voilà, alors combien ça coûte ? On parlait de frais bancaires, on va parler des frais recrutement. Voilà. Donc, combien ça coûte pour recruter ? Donc typiquement, vous avez créé votre entreprise, vous commencez à vous développer. Généralement, on recrute les copains, les copines qu'on connaît dans les autres boîtes, qu'on fait venir à soi. Et arrive à un moment donné, on ne connaît plus personne. Généralement, c'est autour de 10 salariés, je caricature. Et puis là, il faut recruter. Et puis là, on dit, qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? Il faut que je passe une annonce. Donc, c'est le premier coût.
Généralement, on s'étrangle un peu la première fois quand on ne le sait pas. Est-ce que vous savez combien ça coûte une annonce sur un site d'offre d'emploi ? Aucune idée. Alors, site d'offre d'emploi, vous avez par exemple à Rennes Hello Work, anciennement Région Job avec West Job, vous avez Monster, vous avez Cadre Emploi, vous avez West France Emploi, je pourrais en citer des dizaines, il y en a même des centaines. Donc c'est approximativement 800 € en moyenne. Voilà, c'est pour ça que je dis on s'étrangle au début. Un peu, ouais. Voilà. Et c'est à vous d'écrire vous-même le texte, de diffuser et de réceptionner. En plus, vous faites tout. Voilà, c'est ça. Vous avez des sites après de ce qu'on appelle des agrégateurs, je ne vais pas rentrer dans le détail, comme Indeed qui fait beaucoup de publicité en ce moment, Joby Joba et ainsi de suite, qui sont... oui. Joby Joba. Je vais l'avoir dans la tête toute la journée. Donc vous mettez une annonce gratuite, mais si vous voulez qu'elle soit vue, vous allez la sponsoriser, faire de la publicité. Donc vous allez payer au clic, un peu comme le Google AdWords, c'est-à-dire que vous payez, 20 centimes aux enchères dès que quelqu'un vient cliquer sur votre offre d'emploi. Donc vous mettez un budget de 200 €, vous savez, vous allez avoir 100 personnes qui vont venir cliquer sur votre offre d'emploi. Donc ce sont des sites de système avec de la publicité. Vous avez aussi les réseaux sociaux, forcément, où on va aller chercher des personnes. Vous avez passé votre offre d'emploi sur un site et puis vous dites, tiens, sur LinkedIn, Twitter, Facebook Jobs, parce que tout le monde veut... tout le monde veut surfer aujourd'hui sur l'emploi. Ouais. Donc, il faut compter une offre d'emploi, c'est entre 150 et 250 €. Mais ce qui fonctionne bien aujourd'hui, c'est d'aller faire de la publicité et d'aller vous mettre ça devant le visage, dans votre fil d'actualité. Si vous surfez sur Facebook et vous voyez le titre d'un post qui vous ressemble, tiens, c'est bizarre. Et si vous cliquez dessus, vous êtes retargeté. Je vais faire du... Ouais. Ça veut dire qu'en fait, ça va vous suivre partout. C'est ça. Partout, jusqu'à temps que vous alliez jusqu'au bout de la démarche. Donc, vous vous dites, j'ai passé une offre d'emploi, vous avez pas assez de candidats, ou vous n'avez pas le temps de le faire, donc le coût du recrutement, vous dites, non, je vais confier ça à un prestataire en recrutement. J'ai pas le temps de le faire, je vais prendre un pro, il va me gérer ça de A à Z. Est-ce que vous savez, donc c'est ce qu'on appelle aujourd'hui les cabinets de recrutement, vous avez l'intérim, cabinet de recrutement, est-ce que vous savez combien ça peut coûter un cabinet de recrutement ? Là, on imagine que ça explose tous les budgets. Alors là, on a découvert. C'est sûr. Je ne sais pas, dans les 2 000 €. Plus que ça. Oui, c'est un pourcentage du salaire brut annuel. Attention, pourcentage du salaire brut annuel. On va prendre un exemple. Je vais prendre 30 kg € annuels. D'accord ? On va parler de ça, de salaire. Oui. Eh bien, c'est en moyenne 20% du salaire brut annuel. Donc 6 000 €. Et 6 000 € encore, plus le poste est compliqué, plus la personne est compliquée à trouver, plus le prix va monter. On peut monter à 10 000, 15 000, 20 000, 25 000 € le recrutement. Oui. Donc là, vous vous étranglez une deuxième fois. Est-ce qu'il reste de quoi payer après le salarié? Oui, alors ça comprend une garantie, je ne vais pas rentrer dans le détail, c'est un travail de professionnel, c'est sur 2, 3, voire 6 mois de recherche. Il faut faire des présélections téléphoniques, vérifier les CV, faire des prises de référence. Il y a un suivi post-embauche derrière. Donc ce prix-là est un vrai travail. Mais si on ne donne que la somme au départ, oui, on a l'impression qu'on ne va pas y arriver. Et un recrutement raté, forcément... coûte très cher. Imaginez quelqu'un que vous payez pendant 3 mois et vous vous rendez compte que malheureusement ça ne le fait pas. Et bien derrière, vous dépassez largement ces honoraires que vous allez payer à des professionnels. Alors finalement, c'est bien de faire recruter par les salariés. C'est pas mal. Voilà. Tout bénef, franchement. C'est ça. C'est quand on fait participer. C'est toujours pareil. On fait participer tout le monde, on fait du collaboratif et on a y gagné. Alors ça crée des soucis, mais il faut s'entendre. C'est de l'intelligence collective et la tendance aujourd'hui est vers ça. Et ils sont déjà payés. Oui, c'est pas mal. Et Ensemble, c'est mieux, c'est bien connu, puisque c'est le nom de cette émission. Vous connaissiez, Valérie, tous ces systèmes, ces moyens de recrutement? Même pas, mais je trouve ça vraiment une très bonne idée de faire participer les salariés, parce que ils sont les mieux placés, en fait, pour connaître le poste, vu qu'ils y sont. Voilà. Effectivement, voilà. Et puis s'il y a erreur sur le recrutement, c'est la faute du salarié. Chacun se dit, on a fait l'erreur ensemble, on va rectifier ensemble. Aussi, il faut regarder l'émission parce qu'il y a plein de pépites aussi qui passent dans cette émission avec des belles initiatives. Donc ça, ce serait une bonne technique pour recruter aussi. Effectivement. Allez, il n'y a pas d'erreur sur le recrutement concernant Stéphane Degout. Bienvenue à vous. Vous avez été élu artiste lyrique de l'année aux récentes victoires de la musique classique. On vous félicite d'ailleurs. Merci. Et en même temps, c'est la deuxième fois que vous recevez cette distinction en tant que baryton. Oui. Vous devenez un habitué des podiums. Oui, ça fait 20 ans que je fais ce métier maintenant. Oui. Alors on va rappeler que vous êtes lyonnais, vous êtes épicurien, j'ai cru comprendre sur votre compte Twitter, vous aimez bien faire la cuisine. J'aime bien cuisiner, quand je suis à Lyon en particulier, parce que je travaille rarement quand je suis à Lyon. Donc j'ai le temps de faire le marché, de penser à moi. Et
et de cuisiner. Et puis à Lyon, on est quand même dans une région très riche, très variée, pour justement la cuisine et le plaisir. Je confirme. Alors vous êtes arrivé à l'art lyrique par le chemin détourné du théâtre. Et en fait, on a le sentiment que vous avez toujours gardé ce goût pour les textes. Je pense que du coup, tout ce que disait Valérie, vous oui, touchez bien pas sûr, mal, il y a forcément un lien. J'ai commencé effectivement, je suis tombé amoureux du théâtre quand j'étais adolescent, probablement par une espèce de réflexe adolescent de faire autre chose que ce qu'on avait l'habitude de faire dans la famille et dans le village, un peu pour montrer ma personnalité. Et puis je me suis rendu compte en fait que c'était très intéressant et c'était pas seulement un petit coup de menton comme ça. Et le théâtre m'a apporté le goût pour le texte, pour la poésie aussi beaucoup. Et puis je me suis rendu compte à cet âge-là aussi que ma voix était un peu différente de celle de mes copains à l'école. Et c'est un professeur de théâtre aussi s'en est rendu compte et m'a conseillé vivement de chanter, de travailler ma voix dans ce sens-là. Et puis je suis entré au conservatoire, puis à l'Opéra de Lyon, etc. Donc tout s'est fait très naturellement. Mais sans jamais perdre le lien avec le théâtre, avec le texte, et en particulier dans ce qui concerne le récital, puisqu'on va forcément en parler, la poésie. Ouais. Donc pour vous, les mots sont convoyés par la musique autant que la musique convoie les mots, en fait. Oui, complètement. Ouais. C'est un vrai échange. La poésie, c'est une forme de musique aussi. Gabriel Fauré demandait à Paul Verlaine si l'autorisation, quelque part, de mettre en musique sa poésie, et Verlaine lui a répondu « Pourquoi voulez-vous mettre de la musique sur ma musique ?» Donc il y a quelque chose comme ça, un vrai échange. Alors on va rappeler vos derniers hauts faits de baryton, Stéphane Degout, c'était le rôle-titre d'Hamlet d'Ambroise Thomas à l'Opéra Comique en décembre dernier, le Choreb des Troyens d'Hector Berlioz à l'Opéra Bastille en janvier, et puis le récital de Mélodie française que vous interprétez en tournée actuellement, avec une escale à l'Opéra de Rennes demain soir, accompagné du pianiste Alain Planès. En fait, vous entamez donc la 20e saison d'une carrière commencée avec la Mélodie française, avant que l'opéra s'en mêle. Alors c'est un peu un retour aux sources finalement pour vous, ces mélodies françaises ? Un retour, oui et non, parce que j'ai jamais quitté ça. Depuis 20 ans, les récitals ponctuent mes saisons de façon assez régulière. C'est en tout cas un retour vers quelque chose qui est très sain dans le chant, dans le travail du texte, de la recherche, parce qu'on a évacué tout ce qui est un peu difficile parfois à l'opéra, c'est-à-dire la mise en scène, des corps, des costumes et des collègues. Parfois des collègues, c'est un petit peu envahissant et on est très bien tout seul, c'est pas vrai ? D'accord. Mais parfois ensemble, c'est mieux quand même. Non, mais je dis ça en toute sympathie, mais... Non, mais c'est toujours agréable quand même de se retrouver seul, à deux, avec un pianiste, face à la source de notre travail, à la musique et au texte. C'est les purs, finalement. Complètement. Vous aimez ça ? Oui. Voilà. Effectivement. Bon courage à Laurence pour accrocher au thème de l'émission, parce que le tisser quand même ensemble, c'est mieux. Vrai. Oui. Mais vous êtes avec un pianiste, on est donc ça va. Vous êtes deux, ça va. À partir de deux, on est ensemble, donc tout va bien. Et il y a un public, donc il y a du monde. Oui, le public. On va retrouver quelles œuvres dans les mélodies françaises que vous jouerez demain soir à l'Opéra de Rennes ? Alors on a construit notre programme autour de 4 compositeurs majeurs de la mélodie française, sont Claude Debussy, Gabriel Fauré, Emmanuel Chabrier et Henri Duparc. Et au-delà de ces compositeurs, il y a les poètes qui sont Verlaine, Baudelaire, Théophile Gautier, Charles d'Orléans, Tristan l'Hermite pour des auteurs plus anciens, et qui sont vraiment des bases, les fondements de notre littérature, à la fois de textes, de mots et de musique. C'était des envies communes à Alain et moi de mettre tous ces compositeurs et ces mélodies précisément dans ce programme, sans vraiment se dire quel est le lien entre elles. Et puis finalement, le lien, on l'a construit, on le trouve toujours. Et libre à chacun aussi de se laisser transporter et de prendre ce qui lui parle à quelques moments précis. Alors ce sera demain soir à 20h à l'Opéra de Rennes. Et alors vous aimez partager, et vous allez donc organiser une masterclass cet après-midi à l'Opéra de Rennes. Ça commence en tout début d'après-midi, mais en fin de journée, vous accueillez le grand public de 17h à 18h30. Ça, c'est une demande d'une collègue et d'une amie, qui est Stéphanie Doustrac, qui est de Rennes, justement, et qui est professeure au Conservatoire de Rennes. Elle m'a demandé si, lors de mon passage dans sa ville, je pouvais rencontrer ses élèves, et j'ai accepté, évidemment. Et puis, ce sera effectivement sur la scène de l'opéra, donc de façon un peu grandiose.
Et ça me paraît important, là où j'en suis maintenant, au bout de 20 ans de carrière, de commencer à transmettre à la nouvelle génération ce que je sais, mais aussi des réflexes de travail que je peux avoir, tout simplement. Vous voyez qu'ensemble, c'est mieux. Oui, complètement, j'ai jamais dit le contraire. Merci beaucoup Stéphane Degout de nous avoir fait l'honneur d'être avec nous sur ce plateau. Et donc on rappelle, les Mélodies françaises, ce sera demain soir, mardi 5 mars, donc à 20h à l'Opéra de Rennes, en compagnie du pianiste Alain Planès, avec lequel vous avez l'habitude de travailler et qui est un pianiste de grand talent. Merci beaucoup d'avoir suivi cette émission. Je vous laisse un petit mot de conclusion, Catherine. Oui, c'est la semaine des battantes, c'est ça. Donc il y a toujours eu des femmes badass et il y en aura encore toujours. Badass. Badass, oui, c'est pas un joli mot. Tu en trouverais sûrement 1000 bien mieux que ça, par exemple. C'est très bien. C'est très bien. Moi, ça me va. Ça, c'est rassurant. Et puis, le faire avec des beaux mots et puis de la belle musique aussi, c'est toujours très sympathique. Des gens habités. Et l'interprétation, on a vu. Et voilà, c'est ça. C'est mettre des mots sur de la poésie, sur des sentiments. Voilà, merci en tout cas Laurence pour cette émission et à toutes les. C'est moi qui vous remercie. Merci à tous. En vue d'une prochaine émission, nous attendons vos réactions sur le vélo en ville. Êtes-vous un adepte? Quels avantages y voyez-vous? Comment assurer votre sécurité au maximum? Eh bien, contactez-nous pour nous faire part de vos témoignages. Je vais y arriver. Pour cela, rien de plus simple. Vous allez sur la page Facebook Ensemble c'est mieux sur France 3. Sinon, vous nous écrivez un petit mail à cette adresse. Et puis, il reste encore la dernière solution, le téléphone avec le numéro qui s'est affiché sur votre écran à l'instant. Et bien voilà, c'est déjà la fin. On se retrouve demain, mardi, autour du thème principal de la lombalgie, un mal de dos très répandu malheureusement. Comment le soulager? Eh bien, les conseils et les astuces, vous les trouverez demain dans cette émission. On vous souhaite une très belle journée sur France 3 Bretagne. Dans quelques minutes, place à votre journal régional. Kenavo.